numérique bouscule l'ensemble des modèles économiques, technologiques et sociaux. Les acteurs de l'entreprise du XXIe siècle font au mieux aujourd'hui pour faire fonctionner des institutions qui ont été pensées au XIXe siècle et qui sont basées sur des supports d'information qui ont été développés au XVe siècle. Alors, certains appréhendent cette révolution digitale comme une somme de risques qui serait à circonscrire. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que c'est beaucoup plus complexe que cela, puisque la révolution numérique est avant tout un changement profond des attitudes et des comportements humains, dans la société en général, mais aussi bien dans la sphère de travail. Ce changement profond des attitudes et des comportements humains se matérialise dans différentes facettes du comportement de chaque individu. Et aujourd'hui, il est très difficile de séparer les statuts à partir desquels les individus s'expriment sur les réseaux, par mail, etc. En effet, la figure du salarié, la figure de l'agent, celle du citoyen ou encore celle du consommateur sont toujours assez mélangées. Sur le web, d'ailleurs, la personne du salarié et le nom de l'entreprise sont bien souvent en interaction, donc sur Facebook, sur LinkedIn, sur Twitter et même sur Instagram, qui est donc un média particulièrement intime à la base, mais qui se développe de plus en plus professionnellement. Et donc, quelque part, les salariés participent à la valorisation de l'image de l'entreprise. Ils contribuent à la e-réputation et vice-versa. On assiste aussi à un renouvellement des métiers, avec donc les innovations numériques, mais aussi à côté des qualifications qui sont de plus en plus menacées par une obsolescence rapide. Il y a aussi un autre phénomène assez questionnant, c'est qu'aujourd'hui, nous n'avons jamais aspiré autant à la déconnexion que dans notre quotidien hyper connecté. C'est ce qu'on appelle aussi le dualisme technologique. Le fait de, c'est une théorie de Nathan Jurgensen, un sociologue américain, qui propose donc ce concept de dualisme technologique, et j'y reviendrai pas à pas, c'est-à-dire le fait de séparer la vie réelle, entre guillemets, et la vie numérique ou virtuelle. Alors que finalement, tout ce qu'il se passe via les réseaux, via le numérique, le digital, peu importe comment on l'appelle, est toujours ancré dans une part de réel. Donc aujourd'hui, il y a vraiment une omniprésence des écrans dans nos vies, et donc je vous propose de discuter de tous ces enjeux dans le cadre de cette conférence. Alors, tout d'abord, une petite histoire de l'intégration des technologies dans nos vies. Vous me dites si je ne parle pas assez fort ou trop vite, n'hésitez pas. Alors, l'humanité produit autant d'informations en 2 jours qu'elle ne l'a fait en 2 millions d'années. Si, par exemple, un individu du Moyen-Âge aurait fait beaucoup d'efforts pour rencontrer la quantité d'informations dont on a accès dans notre quotidien en une seule journée, il aurait fallu toute une vie. Et encore, leur vie était assez courte. Donc, quelqu'un au Moyen-Âge qui aurait vécu longtemps et qui aurait fait de gros efforts pour trouver des encyclopédies, etc. Donc, l'accès aujourd'hui à l'information est d'une volumétrie exponentielle. En 1981, il y avait 213 machines connectées dans le monde. C'est l'origine d'Internet. Pardon. En 2010, on en comptait 5 milliards et en 2018, 20 milliards. Aujourd'hui, il est très difficile d'estimer le nombre de machines connectées, entre guillemets, puisque nous disposons d'un matériel constamment connecté, géolocalisé. Donc finalement, Internet fait partie complètement de notre vie. Donc parler de temps de connexion, alors que nous avons beaucoup d'applications constamment ouvertes sur nos smartphones, devient quelque part une aporie. Vous voulez que je me déplace, je suis devant vous. Chaque seconde, c'est 7300 tweets publiés, 200 000 SMS échangés, 74 460 milliards de mails. Et on parle en secondes. On assiste à une véritable révolution numérique ou encore une vie sur écran, comme le disait Sherry Turkle. Quelques chiffres sur donc, Facebook, Google ou encore Instagram. Le nombre de personnes inscrites sur Facebook en 2019 s'élève à 2,45 milliards dans le monde, 56,4 millions en France. Facebook était plutôt un réseau social
d'une identité plutôt personnelle devient aussi un vecteur professionnel. Les nombres de recherches d'informations par mois sur Google a explosé aussi. En 2006, 2,7 milliards pour arriver en 2018 à 167 milliards. Et sur Instagram, nous comptons donc 500 millions d'utilisateurs par jour avec un usage professionnel en hausse exponentielle. Au travail, donc comme je le disais en introduction, le numérique est facteur de grande mutation dans le rapport à son travail, rapport individuel à son travail, le rapport de coordination, d'interaction, de collaboration avec autrui, mais aussi dans la manière de réaliser son travail et les résultats que l'on peut dégager de ce travail. Nous assistons bien sûr à la création de nouveaux métiers liés à l'innovation technologique et le développement de nouvelles compétences. Donc, par exemple, le nouveau métier, il y a tous les métiers en lien avec les data scientists, par exemple, donc aux côtés du Chief Happiness Officer, dont on parle beaucoup, des maîtres du bonheur dans les entreprises. Et donc, de nouvelles compétences qui sont très rarement identifiées, parce que finalement, tout le monde développe dans son quotidien de nouvelles compétences liées à ses usages du numérique au travail, et pour autant, cela n'est pas forcément reconnu. Tous ces arts de faire au quotidien, la manière de s'approprier son téléphone professionnel, son ordinateur, son logiciel, la manière d'utiliser sa boîte mail, etc., tous ces petits usages, toutes ces stratégies d'ajustement au quotidien ne sont pas véritablement reconnues comme des compétences professionnelles, et pourtant, elles le sont. Il y a une difficulté aussi aujourd'hui, notamment dans l'éducation, c'est que les 10 métiers les plus demandés aujourd'hui n'existaient pas il y a 5 ans. Donc il y a toujours une forme de retard entre ce que l'on enseigne aux étudiants aujourd'hui et ce qu'ils vont réellement faire d'ici quelques années sur le marché du travail. Alors, pour parler aussi un petit peu de Facebook, il y a encore quelques années, cela paraissait discourtois ou incivil de se connecter sur Facebook au travail. Aujourd'hui, c'est devenu quelque chose de totalement anodin. En 2014, 58% des salariés reconnaissaient se connecter sur Facebook au quotidien, le matin, pendant les pauses ou encore le soir. Et en fait, il s'agit de distractibilité numérique, donc des sortes de micro-pauses, mais qui ne permettent pas finalement de s'abstraire des écrans. Alors, ça c'était donc Laurent, cadre supérieur, que j'avais rencontré dans le cadre de ma thèse, qui me disait que finalement des ingénieurs ont inventé l'iPhone pour que les cadres jouent à Candy Crush en réunion. Alors, pour savoir un petit peu d'où je parle et sur quoi reposent les différents résultats et théories que je vais vous présenter aujourd'hui, il faut savoir donc que j'ai réalisé ma thèse de 2010 à 2013 sur une population de cadres pour comprendre l'impact du digital dans leur quotidien professionnel, savoir s'ils avaient moyen ou pas de se déconnecter, s'ils le faisaient réellement, et s'il y avait un lien entre les risques psychosociaux et l'usage du numérique. Cette thèse s'inscrivait dans le cadre d'un groupe de recherche international qui s'appelait Devotique à l'époque, Devotique pour déconnexion volontaire aux technologies de l'information et de la communication. Donc la plupart des résultats que je vais vous présenter aujourd'hui sont issus de ce travail-là, dans le cadre de ce groupe de recherche. Autant ma thèse réalisée auprès d'une soixantaine de cadres de la région Aquitaine, donc il s'agissait plutôt d'une démarche qualitative où j'ai interrogé les cadres à 2 fois, à 1 an d'intervalle, pour comprendre leurs usages des technologies au quotidien et savoir si, pendant l'année qui s'est écoulée entre le premier et le deuxième entretien, il y avait eu des ajustements, une manière de voir ou de se comporter avec les technologies qui avaient quelque part bougé. Et à côté de ça, donc, nous avons diffusé un questionnaire que nous avons construit qui vise à évaluer la perception du risque psychosocial à l'aune du digital sur une population de 800 cadres au niveau national. Dans ce groupe de recherche, il y avait aussi des chercheurs qui travaillaient sur d'autres populations, comme les jeunes et leur rapport au digital, mais encore les universitaires. Mais ça, j'en parlerai plus. Alors, par exemple, plus de 8 cadres sur 10 en 2018 affirmaient s'occuper en faisant autre chose en réunion. Donc là, c'est pour vous montrer aussi le vecteur de distraction que ces outils colportent.
Ils concèdent le fait de traiter leurs mails pendant les réunions, jouer sur leur téléphone, accéder aux réseaux sociaux, envoyer des SMS ou encore consulter des sites de rencontres. Donc là, on peut se demander, est-ce que c'est le fait d'avoir un smartphone ou un ordinateur portable qui va générer ces usages-là, ou est-ce que c'est le fait d'avoir trop de réunions dans la semaine et que finalement on n'est pas vraiment concerné par l'ordre du jour, ou tout simplement parce qu'on est débordé et qu'on a besoin de traiter nos mails pendant la réunion. Alors, pour revenir un petit peu sur l'histoire de l'intégration des technologies de l'information et de la communication dans les organisations, donc par TIC, on entend tous les dispositifs numériques qui nous permettent de diffuser de l'information, de la diffuser, d'interagir avec les autres. Donc ce ne sont pas seulement les logiciels, c'est aussi le mail et c'est par exemple tout simplement le téléphone portable. Dans les années 80, on les appelait les NTIC pour Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication. Aujourd'hui, elles ne sont plus vraiment nouvelles et on va parler davantage aussi de numérique et de digital. Numérique pour insister sur le fait qu'on est sur une base informatique avec le code 0.1 et digital pour plus insister sur le fait que ce soit l'homme avec son doigt qui manipule l'outil. Alors, quelque part, depuis les années 50, nous sommes passés de la robotisation à la digitalisation des activités. Dans les années 50, nous avons assisté à un premier mouvement d'informatisation dans les entreprises, où l'objectif, alors là, il s'agissait de l'intégration de gros calculateurs militaires dans les entreprises. L'objectif était de centraliser toutes les informations éparses et hétérogènes d'une entreprise dans un même système. Dans les années 80, il y a eu un mouvement inverse au mouvement de centralisation de l'information. On assiste à un mouvement de décentralisation de l'information. C'est l'arrivée des micro-ordinateurs personnels, comme on les appelait à l'époque, l'informatique individualisée. Et là, c'était plutôt les cadres et les ingénieurs qui en étaient équipés par leur employeur. Dans les années 90, on assiste à une accélération de ce mouvement de décentralisation de l'information avec l'arrivée d'Internet et de l'informatique en réseau dans les entreprises, donc intranet et autres. Ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'aussi, depuis les années 80, les cadres itinérants disposaient de téléphones dans leur voiture, ce que l'on appelait le Radiocom 2000 à l'époque. Donc finalement, le fait d'être joignable aussi à tout moment sur la route était possible aussi à ce moment-là. Il y avait aussi le fax que l'on pouvait recevoir aussi à domicile à toute heure. Et depuis les années 2000, là on assiste aussi à une véritable révolution avec ce que l'on appelle le nomadisme technologique, donc avec tous ces dispositifs que l'on peut emporter partout avec soi, qui génère une mutation du rapport à l'information et à la communication. Comme je vous disais tout à l'heure, nous disposons avec ces outils de fenêtres constamment ouvertes vers d'autres sphères de vie. Mutation du rapport à l'information et à la communication, cela génère aussi de nouvelles façons de travailler et de nouvelles problématiques. De nouvelles problématiques notamment pour le droit du travail, puisque le fait de pouvoir être joignable en tout lieu, à tout moment, mais aussi d'accéder à de l'information liée à notre activité professionnelle en faisant fi de l'espace et du temps, vient contrarier les principes fondamentaux du droit du travail, qui sont la suspension du lien de subordination lorsqu'on n'est plus dans le cadre d'horaires formels de travail. Normalement, il y a donc le droit au repos, bien entendu, mais le fait que le week-end, si l'on croise son manager ou son employeur, il n'y a pas de lien de subordination. Nous ne sommes plus en position de subordination face à cette personne et nous n'avons aucun compte à rendre du point de vue professionnel. Cependant, avec ces outils-là, on peut garder une présence connectée de sa posture professionnelle. Donc le droit du travail est encore aujourd'hui un petit peu en peine et un petit peu en retard par rapport à cette question-là, car il n'y a pas de réponse généralisable à apporter.
Donc, 2 citations. Les ordinateurs ne font pas seulement des choses pour nous, ils font quelque chose de nous. Alors, j'ai choisi cette citation de Sherry Turkle pour illustrer le fait que ces outils-là ne sont pas à voir comme un marteau ou un stylo qui viennent juste accessoriser une tâche que l'on a à faire. Ils font bien plus que ça, ce sont de véritables médiateurs d'une activité, c'est-à-dire que pour réaliser une tâche à partir de ces outils-là, il faut une présence constante, active, il faut une réelle appropriation, et l'information qui est l'information qui est envoyée dans le cadre de ces médias est tout de suite changée. Par exemple, on ne communique pas de la même façon en face à face avec quelqu'un, on ne communique pas de la même façon par téléphone, par mail ou sur les réseaux sociaux. Ce sont des formes de communication différentes et le média n'est pas neutre. L'information, une fois transmise, incluse dans un type de média, elle devient changée. Vivre aujourd'hui, c'est vivre avec des non-humains. Stéphane Vial, qui est designer et philosophe du numérique, là c'est une citation pour bien souligner qu'aujourd'hui, choisir d'être complètement déconnecté devient quasiment impossible. Les personnes qui ne souhaiteraient pas accomplir des tâches et des activités de manière totalement dématérialisée se verraient contraintes beaucoup plus que les personnes qui l'acceptent. Donc il est très difficile aujourd'hui de contourner la connexion puisque toute notre société est tissée à partir de tous les dispositifs que l'on peut utiliser aujourd'hui. Donc si encore il y a 10 ans, on pouvait faire des recherches sur les non-connectés, aujourd'hui leur proportion est encore plus marginale. Alors, je vous propose une petite parenthèse sur l'addiction aux écrans, parce que c'est quelque chose qui est assez galvaudé, dont on parle souvent. Est-ce un mythe ou une réalité? Qu'en est-il exactement? D'après vous, donc là c'est juste des petites questions que je vous pose, mais on n'est pas obligé non plus d'en faire débat. Mais d'après vous, est-ce qu'on peut parler d'addiction ou de dépendance aux technologies? Pensez-vous être addict à votre téléphone, aux réseaux sociaux? Et avez-vous observé dans votre entourage des comportements de ce type? Donc c'est Freud en 1890 qui a commencé donc, à parler d'addiction lorsqu'il a observé les effets de désaccoutumance de l'hypnose sur l'alcoolisme, la morphinomanie ou encore la sexualité. Dans les années 70, il y a l'apparition du terme addiction dans la psychologie américaine, et donc on parle d'addiction concernant la dépendance à l'alcool, aux drogues, et il s'agit d'une véritable pathologie psychiatrique. En Europe, peu à peu, on élargit ce terme d'addiction vis-à-vis d'autres conduites dites sans substance. Donc il s'agit de comportements qui sont similaires à la toxicomanie, mais on est dans le champ très vaste des troubles du comportement. Donc là, on va parler par exemple de la compulsation d'achat. Quels sont les symptômes de l'addiction? Eh bien, ce sont des conduites qui sont engendrées à partir d'actes ordinaires, mais qui petit à petit sont déviés de leur but premier. La personne dépendante, c'est celle pour qui la mauvaise habitude devient son identité. Dans le cadre de l'addiction, il y a une répétition d'actes en vue de provoquer tout d'abord du plaisir, mais aussi un sentiment de soulagement, d'un certain mal-être. De plus, pour parler d'addiction, il faut qu'il y ait la persistance de ce comportement déviant, malgré les conséquences négatives qui en découlent. Il y a peu à peu dans un mécanisme d'addiction celui de la tolérance, avec la diminution peu à peu d'un plaisir initial et l'augmentation des substances et comportements. Pour avoir un seuil neutre ou minimal de plaisir, il faut toujours augmenter les doses ou augmenter le comportement déviant. Alors qu'en est-il de notre rapport aux écrans? Donc, comme je vous le disais, il s'agit d'un usage très répandu. Beaucoup se proclament addicts à leur téléphone, à Facebook ou autres. Et il y a un véritable marché de l'addiction aux technologies en plus qui s'est développé depuis une quinzaine d'années. Mais cela dit, cela ne fait pas du tout consensus dans la communauté scientifique. Les chercheurs de la communauté internationale ne sont pas du tout d'accord entre eux. Alors pour vous expliquer un petit peu, donc le DSM-4
C'est donc un peu le manuel Vidal pour les psychologues. C'est là où sont référencées toutes les pathologies psychiatriques, mentales. Dans sa version 4, on a vu arriver l'entrée addiction à Internet et aux jeux vidéo. Dans sa version 5, eh bien, cette entrée a été supprimée parce qu'on manquait de données, il n'y avait pas assez de consensus, et cela nécessitait beaucoup plus de recherche scientifique. Pourquoi ? Eh bien parce que le fait de parler d'addiction suppose déjà que le sujet concerné reconnaisse les dommages psychiques et physiques de son usage excessif des écrans, qu'il soit dans l'incapacité de diminuer ou de réajuster sa conduite, en gros, qu'il soit dans un état d'esclavage vis-à-vis de l'objet numérique en question. Donc aujourd'hui, on pencherait plutôt, pour soigner, entre guillemets, des usages excessifs, considérés comme excessifs des technologies, on pencherait plutôt vers une approche de la clinique de l'excès. J'y reviendrai. La technologie peut être considérée comme un pharmacon, en gros, à la fois remède et à la fois poison. Ce n'est pas l'objet qui a de l'importance, mais ce que l'on en fait. Et tout objet technique est quelque part pharmacologique. Là, j'ai donné l'exemple d'Internet, puisqu'il s'agit d'un dispositif qui favorise les relations sociales, qui permet un accès à l'information de manière exponentielle, et qui nous donne la possibilité d'être actifs, de participer à un réseau immense de données. Et d'un autre côté, c'est un système industriel qui nous dépossède quelque part de toutes nos données personnelles, et ce, à des fins marketing. On en est quasiment tous conscients, mais on continue. Donc, je vous disais, plutôt que de parler d'addiction, il est intéressant d'aller plutôt vers une clinique de l'excès. Alors, ce que j'ai oublié de vous dire par rapport à l'addiction d'Internet et aux jeux vidéo, ce que l'on a pu remarquer, c'est que lorsque l'on administre des psychotropes aux personnes considérées comme addictes aux jeux vidéo ou à Internet, eh bien, il y a une diminution du temps de connexion. Donc, il se passe quelque chose qui est similaire à l'addiction, mais ce n'est pas exactement le même mécanisme à traiter. Donc, ce que l'on encourage plutôt de faire, c'est de penser la complexité de la notion d'addiction transposée aux technologies, plutôt que d'instrumentaliser cette supposée addiction virtuelle, qui ferait que, finalement, plutôt que d'incriminer la technologie, eh bien, en incriminant quelque part la technologie qui induirait des comportements, on en oublie tout le contexte social, professionnel, familial, qui pourrait expliquer cette tendance excessive ou au repli sur soi lié à la connexion à Internet ou aux jeux vidéo. Il y a aussi le problème de normes des comportements à l'égard des écrans, puisque le temps d'utilisation, finalement, n'est pas pertinent. De dire, par exemple, cette personne est connectée 7 heures par jour, là, elle est vraiment dans un excès d'utilisation, elle est en addiction. Et quelqu'un qui va être connecté 20 heures par jour, finalement, peut se sentir complètement distant de ces écrans. Donc le temps de connexion, en fait, ne signifie pas du tout la manière dont la personne va percevoir ses attitudes vis-à-vis de la technologie. L'analyse du vécu de la personne, mais aussi la prise de conscience de son comportement excessif par la personne elle-même, est une perspective beaucoup plus constructive. On se rend compte aussi, finalement, que c'est plutôt un traitement de soi par l'expérience qui n'a nul besoin d'être médicalisé. Donc, c'est une chercheuse, une sociologue qui a travaillé avec nous dans le cadre du projet Dévotique. Et on se rend compte, en fait, que les personnes, alors quand je dis les personnes, là, je prends en compte aussi bien les cadres d'entreprise, les salariés non cadres, les jeunes qui rentrent dans le milieu de l'entreprise, dans le milieu du travail, mais aussi les adolescents. On se rend compte qu'ils sont tous capables de réflexivité vis-à-vis de leurs pratiques. C'est-à-dire qu'ils arrivent à verbaliser la manière dont ils vont réajuster leurs pratiques à partir du moment où celles-ci ne leur conviennent plus. Donc il y a des réajustements constants des comportements. Par exemple, on a pris l'image du self-binding. Donc, c'est donc le symbole de Ulysse qui s'accroche au mât de son navire parce qu'il anticipe sa faiblesse
vis-à-vis du chant des sirènes. Il appréhende cette faiblesse-là. Donc il y a beaucoup de pratiques du self-binding observées autant chez les jeunes que chez les cadres seniors. C'est le fait, tout simplement, l'image la plus, celle qui symbolise le mieux cette pratique, c'est le fait de retourner son téléphone portable lorsque on veut avoir une discussion un peu profonde et concentrée avec une personne. On retourne son téléphone portable pour ne pas voir toutes les notifications, pour ne pas voir une diode rouge qui s'allume ou autre. Donc c'est le fait d'anticiper déjà par avance notre faiblesse vis-à-vis de l'attrait de ces technologies. Le fait que ces écrans captent notre attention. J'y reviendrai avec ce que l'on appelle la notion d'affordance. Donc on remarque que chez toutes ces populations, il y a une forme d'autodiscipline des usages personnels et professionnels. Et pourquoi? Parce qu'il y a tout un parcours d'appropriation pour faire fonctionner ces outils en les orientant de sorte qu'ils répondent à nos besoins. Ce ne sont pas juste des outils qui nous permettent de travailler ou de diffuser de l'information, ce sont des outils qui appareillent notre identité et notre quant à soi. C'est pourquoi, si on nous vole ou si on perd notre téléphone portable, on peut se sentir complètement démuni parce qu'on y a mis bien plus que ça, bien plus que de simples informations. Donc finalement, donc j'ai mis la vérité est ailleurs, il est très important d'analyser ce qui se cache derrière des usages excessifs du numérique, que ce soit des usages excessifs, considérés excessifs dans la vie personnelle et familiale, mais aussi dans la sphère professionnelle. Alors, on peut réfléchir en termes de nouvelles formes d'incivilité. Par exemple, j'évoquais le fait de traiter ses mails pendant les réunions ou autres. Ça, c'est un comportement qui peut être jugé discourtois ou incivil, comme si, peu à peu, au fil des innovations techniques, les individus au travail perdaient toute forme de politesse, où on ne respecte plus la personne qui s'adresse à nous, et on a tendance à être happé par la moindre sollicitation numérique. Donc, par exemple, une petite citation qui permet de voir les choses aussi à contre-pied. Les files d'attente sont devenus des salons de lecture. Donc, on peut le voir comme ça. On peut aussi penser que ce sont... donc, dans les files d'attente, les personnes ne savent pas endurer l'ennui, entre guillemets. Donc, elles dégainent vite leur téléphone portable, soit pour jouer, soit pour échanger avec leurs proches, soit pour s'informer ou autre. C'est quelque chose de très subjectif. On peut voir un comportement, on peut estimer qu'un comportement est dérangeant et pour quelqu'un, il ne va pas l'être du tout. Alors, un exemple d'incivilité numérique, c'est le phubbing, donc ce néologisme entre téléphoner et snober. Eh bien, c'est le fait, c'est la tendance à privilégier les sollicitations de son téléphone, les sollicitations numériques, à une interaction en présentiel. Le fait de prendre un café avec un ami et de recevoir des textos et continuer à y répondre. Et, le fait que toutes ces sollicitations viennent en priorité sur une conversation en présentiel. Comme ça, beaucoup de personnes sont agacées. Donc, pour clore cette parenthèse sur l'addiction et les incivilités, je vous propose deux images. Je ne sais pas si vous les voyez très bien. Donc, ce sont deux images qui ont été prises dans le métro new-yorkais. Celle de droite s'appelle le métro new-yorkais. Elle est prise en 1963. Celle de gauche s'appelle Mort de la conversation et elle a été faite en 2014. Donc, je veux bien recueillir vos réactions si vous en avez. Que pensez-vous de ces deux images? Comment? Il y a de la lecture sur les deux. Il y a de la lecture sur les deux. Oui. On va en venir plutôt aux risques liés à l'usage du numérique au travail. Donc, juste quelques rappels sur les risques physiques liés au travail sur écran. Donc, les risques physiques liés au travail sur écran, c'est quelque chose qui est vraiment fortement documenté, fortement balisé, mais juste quelques données. Donc, les risques physiques du travail sur écran, donc on trouve la fatigue visuelle,
les troubles musculo-squelettiques, la tendinite du canal carpien, les possibilités de chute et accident aussi, et enfin des facteurs de stress, notamment pour les personnes qui sont assez réfractaires à la technologie, qui ressentiraient du technostress, donc juste le fait d'utiliser un nouveau logiciel les rend très stressés. Il y a aussi l'exposition à la lumière bleue, bien sûr, avec l'usage en soirée ou la nuit des écrans, notamment du smartphone, qui va venir perturber le sommeil, retarder l'endormissement, et cela peut avoir des conséquences professionnelles, notamment lorsqu'on a beaucoup de temps de trajet véhiculé. Il y a un effet toxique sur le cristallin et la rétine, un effet d'éblouissement, d'inconfort visuel, et cela peut perturber les rythmes biologiques. Alors, ce qui est plus complexe, c'est plutôt donc, la notion de risque psychosocial transposée à la question du numérique au travail. Alors, en quoi ces technologies-là, les technologies de l'information et de la communication, viennent apporter une dimension novatrice au travail? En quoi sont-ils réellement nouveaux des dispositifs traditionnels, donc j'entends la radio ou la télévision par exemple? Eh bien, ces outils-là apportent déjà un lien d'interactivité. Ce sont des supports d'interactivité. Alors, quelle est la différence entre l'interaction et l'interactivité? L'interactivité, c'est le fait de devoir assurer une présence active, constante de l'usager pour faire fonctionner un dispositif. La télévision ou la radio, il suffit d'allumer et on n'a pas d'action, on n'a pas de contrôle sur son déroulé, où on n'a pas de contrôle sur notre appropriation du système. Par contre, tous ces outils, l'ordinateur portable, les différents réseaux, le mail, son smartphone, là, il y a donc une démarche presque conversationnelle entre l'individu et l'outil pour le faire fonctionner. Il me semble que très peu d'entre nous lit j'en perds même le terme, eh bien, le manuel d'utilisation lorsqu'on dispose d'un nouvel outil. On est très vite dans une démarche très intuitive pour les faire fonctionner. Je reviendrai aussi sur le concept d'affordance vis-à-vis de l'interactivité. Donc, c'est le fait que ces outils-là soient un support d'appropriation de l'usager pour le faire fonctionner comme il le souhaite. Et même si nous avions, par exemple, exactement le même modèle de smartphone tous ensemble dans la salle, eh bien, il n'y aurait pas deux personnes qui auraient le même usage de ce smartphone, le même usage d'un réseau social en particulier, le même usage de ses mails, le fait de filtrer ses mails, etc. Tout est différent selon les individus. Ces technologies-là apportent beaucoup plus d'autonomie aux personnes, donc ça va aussi en lien, c'est aussi en lien avec la notion d'interactivité. On est seul face à la technique et cette technique nous donne énormément d'autonomie pour la faire fonctionner exactement comme on en a envie. Mais bien sûr, tout ça est une liberté conditionnelle parce que cette sensation de liberté et d'autonomie a toujours été pensée par les concepteurs du dispositif. Donc c'est une forme de liberté quand même conditionnelle à l'interface. Ces technologies-là apportent encore plus d'activités de communication. Et ce pour des postes qui, il y a encore 20 ans, avaient nécessité peu d'activités de communication. Aujourd'hui, puisque la plupart des salariés disposent d'une adresse mail, d'un ordinateur, voire d'un téléphone portable, eh bien, les activités de communication sont devenues prédominantes dans l'activité de travail de tout un chacun. Et cela pose un problème notamment au niveau de la reconnaissance des compétences que chacun met dans son travail, parce que ces activités de communication liées au mail notamment sont reconnues comme habituelles, ordinaires, et on ne les met souvent pas du tout dans les fiches de poste. Aussi, ces outils-là apportent beaucoup plus de rationalisation de l'activité, beaucoup plus de surveillance et de contrôle. Aujourd'hui, avec ces dispositifs, on peut contrôler la présence au travail, par exemple, tout simplement en téléphonant sur la ligne fixe de la personne. On peut contrôler une présence connectée sur un réseau social d'entreprise, par exemple. On peut contrôler les chiffres d'un commercial, par exemple, et ce, en temps réel. Donc avec tous les logiciels possibles qui fonctionnent en temps réel, cette décentralisation de l'information qui est disponible à portée de clic pour l'employeur, pour la coordination entre salariés.
Il y a une grande part aussi de subjectivité au travail, en lien avec ces technologies, parce qu'on met beaucoup de nous-mêmes pour les faire fonctionner. Il est très rare que son employeur, lorsqu'on est équipé officiellement par son employeur d'un dispositif numérique, il est très rare qu'il y ait un discours officiel sur les attentes vis-à-vis de cet outil-là. Donc du coup, la plupart des personnes font preuve d'autodiscipline pour savoir comment faire fonctionner ces outils, à la mesure de leur investissement professionnel, à la mesure de leur conscience professionnelle aussi. Donc il y a encore plus de subjectivité. Ces outils aussi convoquent une mutation du rapport au temps, avec donc cette culture de l'urgence, de l'immédiateté que ces outils appellent quelque part, parce qu'on est toujours sur un flux d'informations constant, une information qui ne se finit pas finalement. Donc une mutation du rapport au temps, on reçoit un mail, on a l'impression qu'il faut répondre très rapidement, et en plus, cela cause un sentiment de soulagement. Quelque part, c'est quelque chose que l'on a traité, hop, on peut passer à autre chose. Et aussi, le fait d'être déconnecté peut générer, ou alors d'avoir une connexion en suspens, peut générer une frustration avec l'idée qu'on passerait à côté d'informations très importantes. Pendant qu'on n'est pas connecté à tel réseau, pendant qu'on n'est pas connecté à ses mails professionnels, si ça se trouve, il se passe 1000 choses et on n'est même pas au courant. Et enfin, ces outils-là disposent de capacités d'affordance très importantes. Alors, qu'est-ce que l'affordance? Eh bien, c'est le fait que ces outils, dans leur design lui-même, sont conçus pour capter l'attention. Ils appellent à un usage très intuitif, c'est-à-dire que leur configuration matérielle, esthétique et leur design au niveau du toucher appellent une utilisation bien particulière. Et ces outils-là, avec ce concept d'affordance qui appelle un usage particulier, font énormément aussi appel à nos émotions. Donc c'est là aussi que la notion d'addiction se complexifie également, parce que ces outils sont exactement étudiés pour convoquer d'eux-mêmes leur utilisation. Cela revient aussi à ce que je disais tout à l'heure, où il est très rare de prendre le manuel d'utilisation d'une technologie, parce que quelque part, elles portent en elles-mêmes leur usage intuitif, qui vient capter notre attention presque spontanément, sans même qu'on en ait conscience. Et aujourd'hui, toute l'économie de marché repose sur cette économie de l'attention. Le fait de capter le peu de cerveau disponible dans votre journée, ces outils-là sont conçus pour ça. Alors le numérique convoque des règles informelles dans le cadre du travail. Il ne faut pas oublier bien sûr que si les salariés aujourd'hui sont équipés de ces dispositifs, c'est avant tout dans la poursuite d'un objectif de productivité, bien évidemment, même s'il y a une conséquence de valorisation. Mon employeur m'équipe du dernier iPhone, etc. C'est super, mais aussi, bien sûr, il y a derrière la notion de productivité. Il y a la croyance derrière laquelle le fait d'équiper ses collaborateurs en technologie de pointe, eh bien, ils seront plus efficaces, plus rapides, plus autonomes. Par contre, donc, il y a une forme d'injonction à la connexion permanente, puisque ces outils sont faits pour ça. Ils sont faits pour être connectés en permanence. Ils sont faits pour que l'on soit joignable, pour que l'on ait accès à l'information, et ce, en permanence. Il y a même certaines personnes qui ne savent pas comment éteindre leur téléphone, par exemple. Donc il y a une forme d'injonction de connexion permanente qui vient du design des outils eux-mêmes, qui vient aussi de la posture, de sa posture professionnelle, de sa conscience professionnelle, le fait d'être cadre, de ne pas compter ses heures de travail, d'être vu comme surinvesti et très engagé affectivement pour son entreprise. Et il y a aussi le fait qu'il y ait un manque de visibilité sur ce qui est réellement attendu des collaborateurs vis-à-vis de ces outils. Donc, je te remets un smartphone professionnel, mais je ne te dis pas si le soir à 20h, tu dois toujours répondre aux mails ou aux sollicitations téléphoniques, si tu dois continuer donc, à rester connecté le week-end et que ton contrat de travail ne stipule pas que tu es en astreinte. Voilà. Le fait de ne pas mettre en mots les attentes liées aux usages numériques professionnels vient quelque part encourager cette règle informelle d'être connecté en permanence.
Donc c'est là bien souvent que le bât blesse, c'est cette absence de prescription organisationnelle des usages. Je ne sais pas ce qui est réellement attendu de moi avec ces outils. J'ai un outil qui est fait pour être connecté en permanence. Je suis très engagée dans mon travail. Eh bien, je serai toujours connectée. Puisqu'aujourd'hui, nous avons accès à un flux continu d'informations. Il y a encore une trentaine d'années, on avait accès à une information qui était finie lorsqu'on s'informait avec un journal ou autre. L'information avait une finitude. Aujourd'hui, l'information n'est jamais terminée. Elle est toujours sur un flux constant et cela génère une forme aussi de frustration et notre cerveau n'est pas du tout câblé pour ça. Notre cerveau est câblé pour, eh bien, on a une question, on essaye d'avoir la réponse, et il y a un début et une fin à cette réponse. Sauf qu'aujourd'hui, on est toujours sur une information non terminée qui peut changer au fil de la journée, au fil de la semaine, au fil du mois. Donc il y a toujours un état d'incertitude vis-à-vis de toutes les informations que l'on intègre en mémoire au quotidien. On peut aussi parler de toute la charge que ce flux d'informations génère. En fait, au travail, lorsque on a affaire à une tâche de travail qui nécessite de la concentration, de la réflexion, eh bien, le fait d'avoir plein de petites distractions, par exemple une fenêtre qui s'ouvre sur notre page d'ordinateur avec une notification d'un mail reçu, un coup de téléphone, des notifications du réseau social de l'entreprise, etc. Tout ça vient distraire une activité de réflexion et le temps de récupération pour revenir à sa tâche est très long puisqu'on a une perte de capacité de réflexion de 30%. Donc il y a toujours un cheminement pour s'y remettre, etc. Notre cerveau, lorsqu'il est sur une tâche qui nécessite beaucoup de concentration et une activité intense, une activité cérébrale intense, il peut être très concentré pendant 15 minutes. Au-delà des 15 minutes, il perd peu à peu sa capacité intense de réflexion et toutes ces distractions, quelque part, vont venir nourrir cette baisse des capacités. Donc c'est aussi pour ça que lorsqu'on est vraiment à fond dans une activité, eh bien, quelque part, on se laisse à un moment donné happer par toutes ces sollicitations. Mais pour autant, il est très important, lorsqu'on est sur une tâche nécessitant de la réflexion, d'avoir une attention qui est focalisée. D'où certaines stratégies où on va, par exemple, désactiver les notifications du push mail, où on va se mettre dans un environnement de travail particulier où on signifie aussi visuellement aux autres que l'on a besoin de concentration et de calme. Ça va être par exemple aussi le fait de mettre son portable en mode silencieux, voire avion, pour ne pas être complètement distrait. Mais quelque part aussi, au niveau de la charge mentale liée à cette volumétrie d'informations, cela nous enseigne que les micro-pauses sont très importantes. Se dire par exemple que j'ai vraiment un gros dossier à traiter aujourd'hui, je vais être dessus 6 heures non-stop, là c'est absolument pas productif. Vaut mieux s'y consacrer une petite heure, puis faire une pause, mais une réelle pause, pas forcément une pause devant un écran. Donc finalement, lorsque on voit des salariés qui font une pause, justement, c'est dans le cadre de ces respirations, c'est grâce à ces respirations qu'ils vont pouvoir être beaucoup plus concentrés par la suite. Mais donc attention aussi aux distractions numériques. On a l'impression de faire une pause en surfant sur Facebook, mais en fait, c'est pas vraiment une pause, d'autant plus que au niveau des mouvements oculaires, nous avons besoin de balayer notre champ de vision toutes les 250 millisecondes et un écran nous force à faire une forme de convergence des muscles oculaires. Donc ça génère une fatigue visuelle intense et aussi du stress. Donc on va passer au lien entre santé au travail et numérique. Donc au niveau des liens entre santé au travail et technologie, donc on s'est posé la question initialement dans le cadre du programme de recherche Devotique si les technologies faisaient émerger de nouvelles formes de risques psychosociaux au travail et de nouvelles pathologies au travail. Finalement, on s'est rendu compte que les usages du numérique sont vraiment un lieu où s'éprouve le travail. Donc comme je vous disais tout à l'heure, ces outils-là sont à voir et à penser comme des médias. Ce ne sont pas juste des accessoires qui viennent outiller de manière extérieure une activité que l'on sait déjà faire tout seul.
C'est bien plus que cela. Ces outils nous permettent de penser et de réaliser notre travail de manière complètement différente. Cela nous permet, par exemple, une forte économie cognitive. C'était le cas déjà des post-it. Le fait de noter une information dans un coin pour en faire une économie mentale, on peut penser à autre chose. On a bien rangé cette information et elle est disponible. Mais aujourd'hui, tous ces outils numériques nous permettent une forme d'économie psychique assez énorme, avec toutes les informations que l'on reçoit par mail. Pour juste citer l'exemple du mail, nous sommes incapables de retenir toutes ces informations-là. Par contre, nous allons réaliser des tâches de manutention de cette information. Nous allons les classer, par exemple, nous allons les enregistrer, nous allons les imprimer, les entourer. Donc il s'agit d'une véritable économie psychique. Ce sont ce que l'on appelle des artefacts cognitifs. En fait, c'est comme si on prenait une case de notre cerveau, une case de mémoire, et qu'on l'extériorisait sur un dispositif numérique pour mieux se concentrer, plus se concentrer sur des tâches qui nécessitent plus d'analyse et de réflexion. Par exemple, il y a encore 20 ans, j'étais capable de retenir au moins les 10 numéros de mes copains-copines. Aujourd'hui, il est très rare que les personnes connaissent les numéros de téléphone par cœur de son entourage. Ensuite, les usages du numérique sont vecteurs de réussite au travail. Donc ça va être le fait, par exemple, comme l'information est très rapide, le fait, par exemple, d'avoir une réponse positive à un appel d'offres, le fait d'avoir obtenu quelque chose, d'avoir beaucoup travaillé sur un événement et on a la réponse très rapidement, par exemple le soir de Noël, on va pouvoir peut-être passer un meilleur réveillon parce qu'on a eu la réponse tout de suite et qu'on est super soulagé. Donc ces outils peuvent être vecteurs de réussite en termes d'efficacité, en termes de rapidité et d'immédiateté, mais aussi ces outils peuvent être vecteurs de situations particulièrement critiques. Et là, les situations critiques les plus celles dont on a les plus rapportées concernent le débordement de la sphère professionnelle sur la sphère personnelle, puisque ces outils permettent une porosité entre les sphères de vie. Ils nous permettent, ils donnent un accès dans le cadre de sa vie privée à sa vie professionnelle et vice-versa. Par exemple, chez les cadres que nous avons rencontrés, il y a eu pas mal de situations critiques au niveau personnel et familial, des cas de divorce, des problématiques parentales avec les enfants qui disent « Mais maman, tu es tout le temps connectée, tu m'écoutes jamais, tu es tout le temps dans ton truc, dans ton smartphone, dans ton travail », jusqu'à même aller consulter pour comprendre qu'en fait, un enfant, ça ne se gère pas comme sa boîte mail ou comme un contrat de travail. Donc des situations particulièrement critiques sur cette jonction vie privée, vie professionnelle, dont il est parfois difficile de placer le curseur au bon endroit. Il peut y avoir aussi des situations de souffrance au travail. Nous avons rencontré notamment des cadres en arrêt maladie pour burn-out, par exemple. Et au cours de leur période de convalescence, donc ils font, c'est souvent le cas dans le cadre de personnes qui sont en burn-out, entre guillemets, il y a tout un passage de questions existentielles sur la centralité du travail dans la vie, sur sa manière de fonctionner, sur est-ce que c'est vraiment le métier dont je rêve, est-ce que je le fais vraiment dans le cadre que j'aurais aimé, qui je suis. C'est vraiment de grandes questions existentielles. Et au cœur de ces questions, on retrouve la question de l'omniprésence des écrans, d'être toujours connecté en permanence avec son travail. Donc là, la manière d'être connecté avec sa vie professionnelle est aussi reconsidérée dans les périodes de convalescence professionnelle. Finalement, ce que cela nous donne à penser, c'est que le travail et le numérique sont une seule et même question. Donc là, je reviens au concept de dualisme technologique dont je parlais en introduction. Le fait de séparer toujours les deux, limite complètement notre manière de penser les effets du digital dans l'entreprise et dans le rapport au travail. Le fait de toujours dissocier ce qu'il se passe dans le cadre des mails, des réseaux sociaux, de la connexion, etc., et de séparer du travail réel, du résultat du travail,
eh bien, empêche de penser de manière constructive en quoi le numérique a un impact sur la santé au travail. Et c'est tout le risque, justement. Le fait de dire que le problème dans cette équipe, c'est les mails. Ils ne savent pas traiter leurs mails. Mais finalement, il se cache quelque chose derrière. Le mail n'est pas juste un dispositif qui est venu accompagner une activité. C'est un dispositif qui fait partie intégrante d'une activité de transmission de l'information, de coordination et de rapport à l'activité. Donc le fait de séparer les deux, et c'est bien souvent en fait la tendance de toute la documentation assez vulgarisée sur l'impact des technologies au travail, eh bien c'est un prêt-à-penser plutôt leurrant et aussi qui explique la manière dont généralement est appréhendée la question du droit à la déconnexion que l'on verra aussi tout à l'heure. Finalement, ces technologies-là ne font pas naître de nouveaux risques psychosociaux au travail. Finalement, elles n'ont rien inventé de nouveau. Mais par contre, elles sont médiatrices de risques psychosociaux déjà présents dans les organisations. Si on prend toute la liste, tous les facteurs de risques psychosociaux au travail, eh bien on peut voir que les technologies peuvent y jouer à chaque fois un rôle de médiateur. Il n'y a pas un facteur de risque psychosocial pour lequel la technologie ne jouerait pas un rôle. Par exemple, dans le cadre de la surcharge de travail ou surcharge d'informations, on va trouver l'infobésité. Le fait d'accumuler tellement d'informations dans son quotidien de travail qu'on n'arrive pas à la stocker, qu'on en fait un petit peu n'importe quoi. Donc ça, c'est la surcharge d'informations qui est liée à la surcharge aussi d'activité finalement. On peut penser aussi aux facteurs de risque psychosocial liés à la pression temporelle, avec cette culture de l'urgence, de l'immédiateté, qui est convoquée par ces outils digitaux. Il y a ce que l'on appelle, par exemple, la catacrèse du mail. Vous savez ce que c'est une catacrèse? Non. C'est un terme ergonomique, en fait, tout simplement pour dire qu'on utilise pour une autre fonction un équipement, un outil, pour une fonction différente de ce pourquoi il a été conçu à l'origine. C'est par exemple le fait de prendre une chaise en guise d'escabeau pour accrocher quelque chose sur un mur, par exemple. Eh bien, le mail est un média qui est asynchrone, c'est-à-dire que ce média n'est pas du tout fait pour qu'on reçoive l'information en temps réel. C'est un média asynchrone. Il ne nécessite pas la connexion du destinataire, la connexion immédiate du destinataire. Et pour autant, c'est un média qui est utilisé à tort dans une fonction d'immédiateté. Il y a cette tendance d'individus qui vont envoyer un mail bien parce qu'ils vont se sentir soulagés et aussi fortement des responsabilités de quelque chose. Ils ont quelque chose qui les tracasse, une information en tête. Ils vont utiliser le mail pour partager l'information. Et la personne qui le reçoit peut prendre ça comme une forme de pression. Ah, j'ai l'information, il faut à tout prix que j'en fasse quelque chose aussi. Donc, il y a cet effet un petit peu illusoire que le mail est un média de la culture de l'urgence. Alors que si vraiment on est dans une situation d'urgence, le mail n'est pas du tout fait pour ça. On va prendre plutôt son téléphone ou se déplacer voir la personne ou utiliser le réseau social de l'entreprise. Ce qui va donc venir générer ce sentiment toujours d'urgence, de courir après le temps en lien avec le mail. Et cela constitue une forme de mésusage, un mauvais usage d'un média qui n'est pas du tout fait pour ça. La distractibilité, le fait d'être distrait dans son quotidien de travail, qui va venir, c'est un facteur de stress, qui va avoir aussi bien sûr des répercussions sur l'efficacité, son propre sentiment d'efficacité, mais aussi sur le résultat du travail. Et donc là, on va retrouver aussi l'impact des dispositifs numériques, avec toutes ces fenêtres qui peuvent venir à nous, l'information qui vient à nous plutôt que nous allions la chercher. Donc là, je pense à toutes les technologies push, le fait d'avoir la petite fenêtre du mail qui vient s'ouvrir sur notre écran, le fait d'avoir toutes ces notifications des différentes applications sur notre smartphone qui viennent directement capter notre attention. Et donc, comme je l'évoquais tout à l'heure sur la notion de charge mentale, cela vient contraindre fortement nos capacités d'attention, de focalisation sur une tâche en particulier. On peut parler aussi du facteur de risque psychosocial
qui a trait aux conflits interpersonnels. Les conflits interpersonnels vont venir se répercuter aussi dans les communications numériques. Donc on va trouver aussi par exemple des formes de e-harcèlement par mail, par téléphone, sur les réseaux et autres. On peut retrouver aussi un fort sentiment d'isolement avec, même si on est sur un open space où tout le monde communique par mail, etc., il y a ce facteur inhibiteur où on se permet de faire tout et n'importe quoi derrière son écran et finalement on ne va même plus à la rencontre de ses collègues. Donc cela peut générer un sentiment d'isolement aussi parce que, on est seul face à la technique pour s'en débrouiller, avec un manque de régulation sociale des usages. On ne communique pas assez sur ce que l'on fait réellement avec ces outils, dans le cadre du travail, mais aussi et surtout en dehors du temps de travail officiel. Donc finalement, les organisations, on s'aperçoit aussi que les organisations ne pensent pas vraiment les usages du numérique au travail, mais aussi les dispositifs ne pensent pas les organisations. Donc on est tout le temps dans une forme d'appropriation pour orienter l'usage afin de le faire fonctionner, de faire fonctionner le dispositif dans un collectif, dans une organisation particulière, dans une activité spécifique et un environnement aussi très particulier. Alors, et cela revient aussi au fait que les technologies ne sont pas neutres, avec cette notion d'affordance que j'évoquais tout à l'heure, puisque ces dispositifs vont convoquer un usage très particulier et jouer sur nos émotions. Là, le rôle du management est très important, et on l'a remarqué dans nos différentes études, vous l'avez relevé également. Le fait de donner l'exemple vis-à-vis de bonnes pratiques ou de pratiques acceptables du numérique au travail, ou en termes d'hyperconnexion, en tout cas en termes de connexion en dehors des heures officiellement imparties. Le fait de responsabiliser ces équipes sur des usages qui soient donc acceptables dans le cadre d'une activité bien particulière, et aussi et surtout penser la pertinence des usages dans le cadre du travail. Là, ce que je veux dire, c'est que, par exemple, le fait d'éditer une charte de la bonne connexion au travail ou du bon usage du mail, une charte qui soit totalement généraliste dans une entreprise, eh bien, ça n'a pas d'effet. Il n'y a pas d'efficacité de la publication de ce genre de charte. Pourquoi ? Parce que c'est complètement décontextualisé du travail réel des individus, des collectifs de travail. En plus, bien souvent, ces chartes ont été conçues par la direction, complètement décontextualisées, et donc finalement, les équipes vont mettre ça dans un tiroir. Ça ne fait que augmenter la responsabilisation individuelle de tout un chacun. Ce qui est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus constructif, c'est d'amener un véritable dialogue dans chaque équipe de travail pour penser la place de ces technologies dans le cadre du travail de ce collectif-là. Par exemple, il va y avoir des usages du digital complètement différents dans un service marketing, par exemple, ou dans un service comptabilité. On n'y pratique pas du tout les mêmes tâches de travail, on n'a pas du tout la même culture de métier, on ne se coordonne pas du tout de la même façon, on n'interagit pas de la même manière, et la pertinence d'être connecté en dehors de ces heures de travail ne va pas du tout être la même d'une équipe à l'autre. Peut-être que dans un certain service, il va être considéré comme acceptable d'échanger de l'information ou des mails le week-end ou pendant les congés, mais par contre, dans un autre service, cela ne va avoir aucune pertinence par rapport à l'activité. Donc il est très important d'amener une discussion concrète sur les usages réels de manière contextualisée dans chaque équipe. Sinon, ce n'est pas constructif et ce sont encore des grandes paroles sur juste il n'est pas attendu des collaborateurs qui se connectent après 20 heures. Oui, mais c'est trop dissocié de l'activité et en plus on enlève une grande partie des effets assez positifs de ces technologies qui ont trait à la liberté et l'autonomie, dont vous parliez aussi d'ailleurs tout à l'heure. Donc en termes de droit à la déconnexion, là c'est la première fois que quelque part la question du numérique a été jetée sur la place publique, la question du numérique au travail jetée sur la place publique entre guillemets. Cela fait presque 20 ans que les syndicats réclamaient ce droit à la déconnexion. Alors c'est très franco-français, on est assez moqué par les autres pays.
La CFDT cadre, notamment, réclamait ce droit à la déconnexion depuis le début des années 2000. Et donc, elle est apparue, elle a été promulguée dans le cadre de la loi travail en janvier 2017. Et il s'agit d'une obligation réciproque entre les salariés et l'employeur en termes du bon usage de la connexion et des possibilités, en tout cas le fait de reconnaître que la déconnexion n'est pas quelque chose de négatif, mais au contraire, puisque cela est tout de suite en lien avec le droit au repos et la suspension du lien de subordination avec son employeur. Alors, sont concernées par la loi, en tout cas, les entreprises privées de plus de 50 salariés. Par contre, là où il est assez compliqué pour les entreprises de répondre concrètement à cette obligation, c'est qu'elles se doivent de répondre à une question, finalement, qui est assez mal posée. Parler du droit à la déconnexion, en quoi cela fait référence à une pratique réelle de travail. Il y a derrière le terme droit à la déconnexion une perspective très hygiéniste qui montre encore que on ne pense pas de manière constructive et complexe le lien entre numérique et santé au travail. Le fait de penser le droit à la déconnexion, en tout cas juste par rapport à l'intitulé, bien sûr, je trouve que la démarche est vraiment très intéressante et enfin on s'y intéresse, mais le fait de l'intituler droit à la déconnexion fait penser à une perspective plutôt hygiéniste, comme si on voulait quelque part éloigner les salariés d'un mal qui les menace, qui serait la technologie, sans même penser aux pratiques professionnelles qui se cacheraient derrière. Et la formation que vous avez pu mettre en œuvre vient montrer justement qu'il y a des pratiques qui permettent de mieux comprendre ce qui se cache derrière, en replaçant la question de l'hyperconnexion et de la connexion maîtrisée dans le cadre du travail, de manière contextualisée par rapport à un environnement de travail particulier. C'est aussi tout le secteur du tourisme et des loisirs qui s'empare de cette question-là, avec le mouvement de la digital detox. Peut-être que vous en avez entendu parler, mais c'est comme un petit peu, donc dans les années 90 ou début des années 2000, on parlait beaucoup plus de stress au travail que de risques psychosociaux, par exemple. Et donc, la mode à l'époque, c'était plutôt d'envoyer les cadres ou les salariés qui ne tiennent pas, donc considérés comme fragilisés, on les envoyait faire des formations de développement personnel ou autre pour réparer l'individu pour qu'il revienne dans l'organisation qui est forcément saine. Alors que la perspective des risques psychosociaux est venue contrecarrer tout ça en montrant que finalement, c'est en soignant l'organisation qu'on va soigner les individus. Donc regardez d'abord ce qui ne va pas au niveau des conditions de travail pour ensuite insuffler, soigner, insuffler, donc plutôt un cercle vertueux et améliorer la santé au travail des individus parce que les conditions de travail sont rendues plus saines. Et bien là, on retombe un petit peu dans cet écueil avec les camps de digital detox. Donc là, il y a pas mal de cabinets qui font fortune avec ça, où des cadres d'entreprise, et surtout les cadres, sont envoyés à l'autre bout de la planète pendant 15 jours à 3 semaines, faire des activités de méditation transcendantale, de yoga, de rapport physique au monde, etc., de véritable déconnexion digitale pour revenir plus sain dans une organisation. Donc c'est là tout l'écueil, de voir encore la technologie comme étant la cause de tous les maux, sans même penser au lien entre numérique et travail, alors que c'est une seule et même question. Le fait de les séparer, on est toujours dans une vision... on oublie totalement la boîte noire qui est entre les deux, et c'est une vision très limitée. Bien, je vous propose de conclure. Je suis bien au niveau du temps, comme ça on a un temps de questions. Donc voilà un petit peu ce que j'aurais souhaité que vous reteniez aujourd'hui, en tout cas dans le cadre de ma prestation. En termes d'omniprésence des écrans dans nos vies, c'est que ces dispositifs jouent le rôle de prothèse relationnelle qui modifient notre rapport à soi, aux autres et au monde. Parce que bien entendu, parler de risques
des technologies sur le travail, c'est le risque pour soi, mais c'est aussi penser le risque pour autrui, parce qu'on est toujours dans un lien d'interaction. Il y a toujours un autrui. On envoie un mail à quelqu'un, ce quelqu'un va le recevoir. On est toujours émetteur ou destinataire d'une information. Donc, lorsque l'on pense aux dispositifs numériques dans le cadre du travail, on est toujours dans un lien relationnel avec un collaborateur, avec un collectif, avec l'organisation. Donc, il y a toujours un lien d'interaction, un lien conversationnel à penser. Ces outils sont particulièrement chronicides, car ils semblent éradiquer l'ennui. Ils participent de la culture de l'immédiateté et de l'accélération, qui est profondément diffuse dans notre société. Ces outils-là convoquent beaucoup d'autodiscipline et de réajustement des pratiques. Donc là, oui, je suis passée peut-être un peu rapidement là-dessus. Quand je vous disais que eh bien, les personnes faisaient preuve de réflexivité vis-à-vis de leurs pratiques et sont capables de réajuster leurs usages à partir du moment où cela ne leur conviendrait plus ou serait insatisfaisant, eh bien là, il va y avoir des stratégies qui sont presque exclusivement individuelles. Je vous ai parlé du self-binding, donc le fait de retourner son téléphone, par exemple, parce qu'on anticipe notre propre faiblesse vis-à-vis de cette captation d'attention. Mais il peut s'agir de stratégies de filtrage. J'en ai un petit peu parlé, en fait, mais sans les nommer. Stratégie de filtrage, ça va être le fait d'instaurer des règles de tri dans ses mails, des règles de priorité, de lecture. Ça va être le fait par exemple, de filtrer ses appels téléphoniques par la présentation du numéro, c'est-à-dire ne pas répondre à tous les appels que l'on reçoit. Utiliser la délégation du répondeur téléphonique, tout simplement, pour ensuite juger de l'urgence, de la pertinence de rappeler rapidement ou non. Donc, il s'agit d'une manière de retrouver un peu la maîtrise de son propre temps. Donc, voilà pour des exemples de stratégies de filtrage. Et on va avoir aussi des stratégies plutôt de préservation. Donc, préservation de sa sphère de travail, par exemple. Lorsque j'évoquais le fait de devoir réaliser une tâche qui nécessite de la réflexion, de la concentration ou encore de la créativité, là, on va être dans des stratégies de préservation de sa bulle de travail, où on va, par exemple, désactiver le push mail, désactiver toutes les notifications que l'on peut recevoir, ou, par exemple, s'isoler dans une salle de réunion pour bien dire à tous nos collaborateurs et collègues que l'on souhaite être tranquille et non dérangé. Cela peut constituer aussi dans le sens d'une préservation de sa sphère personnelle et familiale, en octroyant du temps de qualité vis-à-vis de ses proches, par exemple, en se disant que eh bien, pendant les temps de repas familiaux, je n'ai pas mon téléphone portable professionnel sur moi. Ça ne veut pas forcément dire qu'il est éteint. C'est peut-être juste une connexion maîtrisée. Je vais le poser, par exemple, dans telle pièce et je ne le consulterai qu'une fois le repas familial terminé. Ça peut être le fait d'aller voir ses enfants faire du sport et laisser son portable professionnel à la maison. Voilà, des petites choses comme ça. Le fait de décider en famille, on ne se connectera pas en vacances cette année. Sauf pour faire quelques photos sur Instagram ou des choses comme ça. Mais on ne se connecte pas professionnellement cette année. Donc là, ça va être des stratégies pour, quelque part, redessiner le contour de ces sphères de vie, une forme de puzzle de ces temporalités, où on se sent beaucoup plus investi dans une sphère plutôt qu'une autre. Et cela va passer par des stratégies d'ajustement dans la manière d'utiliser ou de configurer ces technologies-là. Au niveau du recours excessif aussi, donc avec toute l'explication sur l'addiction, sur l'affordance et autres, donc on a parlé de repli sur soi, par exemple. Ah oui, ça je ne l'ai pas dit, mais par exemple, un adolescent ou un enfant qui va être constamment dans sa chambre, soit connecté aux jeux vidéo ou tout le temps sur les réseaux sociaux, on peut incriminer le réseau social ou le jeu vidéo en question, mais aussi cette stratégie d'isolement, entre guillemets, de l'enfant ou de l'adolescent peut aussi signifier une problématique d'ordre social, familial ou scolaire. Donc c'est similaire à la problématique de contextualisation des usages du numérique au travail. Plutôt que d'incriminer directement l'outil, regardez son contexte d'usage qui peut expliquer un comportement excessif. Donc c'est pourquoi j'avais mis un repli sur soi. Donc on a parlé d'infobésité aussi.
perte d'intérêt, c'est aussi en lien avec des comportements excessifs dans le cadre de la sphère sociale familiale, les conflits interpersonnels, les risques au travail. En filigrane, vraiment, mon discours, c'était attention à la technophobie, chercher plutôt ce qui se cache derrière les usages considérés comme excessifs, plutôt que d'incriminer directement les dispositifs. Et enfin, on a évoqué les notions de charge mentale et de flux informationnel. Donc, je vous remercie beaucoup. Je laisse une petite bibliographie indicative à partir de laquelle vous trouverez l'accès à certains articles, mais aussi une émission de radio sur France Culture qui était vraiment, vraiment très intéressante. Il n'y a pas que moi qui interviens, il y a aussi 3 autres chercheurs, et c'est pour ça que c'est très constructif, sur l'impossible déconnexion, les nouvelles vagues. Et aussi, donc, un documentaire Arte qui portait notamment sur mes travaux de thèse et sur le programme Devotees.